Les fleuves du monde irriguent les territoires depuis la nuit des temps. Ils transportent les hommes et les marchandises, quels que soient les continents, au profit des territoires riches de leur production et de leurs négoces. Les fleuves se couvrent de navires, et non seulement le Rhône, la Saône, mais la Meuse, la Loire, le Rhin lui-même. Telle était la vision de Marc-Antoine, général de César et consul de Rome. L'extraordinaire réseau hydrographique naturel du pays est un formidable enjeu de pouvoir et de conflit. Au Moyen-Âge, les seigneurs laïcs et ecclésiastiques instaurent les péages. Les marchands et les mariniers tentent bien de s'organiser en se regroupant sur le modèle des nautes romains, sans succès. Jusqu'au XVIIe siècle, chaque bassin fluvial forme un réseau naturel qui aboutit à une ville qui commande toute l'économie du bassin. Économie ouverte au reste du monde grâce au commerce maritime. Le bassin fluvial est une frontière naturelle, rendant les batelleries régionales indépendantes les unes des autres. Comment rompre leur isolement? Comment unifier la France? Comment ouvrir le pays sur l'Europe? Le canal de jonction à point de partage sera la solution et fera passer un bateau d'un bassin à un autre sans rupture de charge. Cette invention française est révolutionnaire pour l'industrie du transport. Elle ouvre une ère nouvelle dans l'économie des échanges et l'organisation de nos sociétés. L'idée d'un canal joignant la Méditerranée à l'Atlantique est très ancienne. Avec ses 12 000 ouvriers, le canal royal du Languedoc, rebaptisé Canal du Midi à la Révolution, est financé par le roi, les provinces et Riquet. Titanesque ouvrage, précurseur du partenariat public-privé, le PPP. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la voie d'eau est le mode de transport privilégié des hommes. En 1810, l'empereur inaugure le canal de Saint-Quentin qui unit le bassin de l'Escaut au bassin de la Seine par l'Oise. Le canal du Rhône au Rhin assure une liaison de l'Alsace à la Franche-Comté et la Bourgogne. Cependant, la navigation traditionnelle répond mal aux exigences modernes. Le rail, symbole de la révolution industrielle, entend imposer sa suprématie. Le transport fluvial doit repenser son utilisation, ses procédés. En 1855, le nouveau port de Saint-Ouen constitue l'un des premiers raccordements entre la voie d'eau et les chemins de fer. Première connexion multimodale. Une nouvelle fois, les ingénieurs français sont à l'origine de la seconde grande révolution du transport fluvial, comme une riposte à la volonté d'expansion du rail. La canalisation des rivières par barrage mobile éclusé. La canalisation est généralisée à toute la France. En 1878, M. de Sauce de Freycinet fait voter une loi programme de grands travaux pour 700 millions de francs or. C'est la naissance des grandes batelleries de canal, celles du centre, de l'Est et surtout celles du Nord, avec la péniche en bois. Au début du XXe siècle, 12 000 bateaux de canal s'activent sur le réseau de voies de navigation artificielle. Le paysage fluvial est profondément transformé. Avec la canalisation généralisée, l'économie du transport fluvial se libère des contraintes géographiques. Au début des années 1930, le transport fluvial français est à son apogée. 1935, création du port artificiel Édouard Herriot à Lyon et du port fluvial de Lille. Ce dernier est conçu comme un lieu de transbordement de marchandises entre les péniches, les trains et les camions, préfigurant les plateformes multimodales de demain. 1945, c'est le chaos. Après l'échec total des dictatures européennes, l'heure est à la reconstruction. Toutefois, le mode fluvial ne perd pas tout de suite sa nécessaire évolution face à ces changements modernes, trop isolé dans son mode d'exploitation.
ce n'est qu'au milieu des années 90 que la tendance va s'inverser et montrer le caractère éminemment contemporain des fleuves et canaux. Pour reprendre les propos de Michel Rocard, la France avait oublié ses voies d'eau. Pis, elle en avait divorcé. 1991, la reconquête. Voies navigables de France, sous l'impulsion de Michel Rocard, alors Premier ministre, voit le jour. Avec 8500 km de fleuves, la France représente 22% du réseau navigable européen. Le mode fluvial d'aujourd'hui représente un axe d'avenir pour réussir la transition écologique et économique du transport, élément incontournable de la chaîne logistique aux côtés des ports et des autres modes. Il doit néanmoins relever plusieurs défis. Retrouver son rôle d'approvisionnement des territoires et des populations, notamment de la logistique urbaine. La voie d'eau doit renouer avec l'innovation pour moderniser non seulement la flotte, mais aussi les chantiers, les modes d'exploitation. Elle doit passer à une logique industrielle du transport fluvial. Les chantiers français sont d'une taille bien inférieure à leurs homologues européens. Cet état des lieux n'est pas dû à un manque de compétences. Il est historique et trouve son origine dans la baisse de l'activité du transport fluvial des années 1960 à 1990. Avec la reprise rapide du début des années 2000, les entreprises de transport, bien plus réactives, obligent celles-ci à se fournir en unités dans le nord de l'Europe, aux dépens de nos propres chantiers navals. L'intérêt des chargeurs aujourd'hui représente une réelle opportunité qu'il convient d'accompagner afin de placer les chantiers français au niveau européen. Inscrire les fleuves français à la fois dans une vision fluviale européenne et dans une meilleure connexion interbassin. Il s'agit presque d'un retour aux sources, où l'ambition politique doit répondre et coller aux besoins des entreprises, des habitants et des territoires. Le transport fluvial participe directement aux objectifs du Grenelle de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique en particulier, en diminuant de façon significative les émissions de CO2. Le fleuve se doit de redevenir un lieu de vie alliant économie, transport et tourisme. Les populations doivent se réapproprier la voie d'eau et inscrire résolument le fleuve dans notre siècle, celui de la transition énergétique et de l'ouverture sur l'Europe et le monde. La voie d'eau de Paris à Odessa. À chaque époque, hier, aujourd'hui, innover et moderniser sont toujours la condition du progrès. À un moment où les stratégies de développement durable deviennent essentielles. À un moment où il est temps de réconcilier la route, le fer et le fluvial. À un moment où tous les acteurs de la filière logistique doivent se mobiliser pour l'intérêt de tous, la voie d'eau est appelée à être au rendez-vous des modes de transport de l'avenir. La voie d'eau se doit d'être au rendez-vous du 21e siècle.